Bonsoir, bonsoir à tous. Mesdames, Messieurs, adhérents de la Britcham, ravi de vous retrouver pour un nouveau événement. Comme premier événement pour cette nouvelle année, qui on espère sera une année de vraie relance économique, la Chambre de commerce britannique pour le Maroc met le point sur une question que tout le monde se pose. Entre crise et inflation, à quoi s'attendre en 2023? En effet, l'année 2023 sera probablement une année cruciale pour l'économie mondiale, alors que le monde se remet encore de la crise post-Covid-19. L'impact de l'inflation et l'ombre d'une récession économique préoccupant beaucoup de pays. Au Maroc, les effets de l'inflation se sont déjà fait sentir en 2022, alors que l'économie marocaine continue de se remettre de la crise économique de 2020. Il sera important de prendre des mesures proactives pour s'assurer que le niveau des prix reste durable et que la croissance économique soit soutenue. Il est de ce fait essentiel de discuter des perspectives de l'économie marocaine, d'explorer les différentes hypothèses qui régissent la croissance, notamment l'éventuelle persistance des chocs externes et internes, le financement des réformes sociales et le soutien de l'investissement. La vision et la projection des perspectives économiques et les analyses qui les accompagnent dépendent d'un ensemble d'hypothèses techniques concernant les taux d'échange, les prix de produits de base et la politique budgétaire et monétaire. Alors, comment les politiques économiques et les événements mondiaux influencent l'économie marocaine et ses perspectives à court et moyen terme? Le Maroc dispose-t-il de fondamentaux solides pour faire face aux aléas de l'économie mondiale? Quelle politique macroéconomique et monétaire Banque al-Maghreb devra-t-il adopter pour soutenir la croissance et maintenir l'inflation à un niveau prudent? Quel rôle du secteur privé et public pour garder l'économie nationale à flotte? Faut-il plus d'audits économiques de la part politique? Comment garder le Maroc compétitif sur le marché mondial et soutenir les investissements, notamment et infrastructures? Comment booster les investissements directs étrangers de 2023? Nous verrons tout cela et bien plus avec nos éminents panélistes qu'on remercie chaleureusement d'avoir accepté nos invitations pour ce webinaire. M. Amin Belhaj Sulami, chef de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce, nous donnera une vision globale de où est le Maroc face à la pandémie, la sécheresse, où l'inflation et comment se présente l'année 2023 face à ces crises. M. Hakim Markechi, vice-président de la CGM, nous donnera un aperçu sur l'environnement des entreprises marocaines dans un contexte de crise multiforme et comment entamer une réelle relance économique. Et M. Radi Shiki, directeur corporate à la BERD, nous expliquera comment stabiliser les prix face à l'inflation élevée et quelles sont les prévisions de croissance pour l'année 2023. Ce webinaire est le vôtre. N'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions. Avant de donner la parole à notre modérateur, Landry Benoit, je tiens à remercier nos partenaires, OCP Group, Spirit Aerosystems, Kutubia, Bank of Africa, Consumer International Group, Hashana Investment, ANP, les eaux minérales de WIM, CAIH Bank et Labrofin. Merci à tous et bon webinaire. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire de la Chambre britannique de commerce. Merci à Stéphane, le président, pour ce mot d'ouverture. 1,7%, c'est donc le taux de croissance estimé par la Banque mondiale pour cette année 2023. 1,7% et au Maroc 3,5%. C'est ce qui est attendu en tout cas pour cette nouvelle année. C'est-à-dire que entre crise et inflation, à quoi s'attendre en 2023, qui est le thème de ce webinaire ce soir.
eh bien, nous avons déjà un élément de réponse. Nous irons beaucoup mieux que d'autres pays, même si, attention, la Banque mondiale nous dit que ça va être difficile pour les pays en voie de développement. On va donc aborder ce sujet en profondeur aujourd'hui avec deux invités de marque. Je précise tout de suite que M. Adil Chéri, le directeur corporate de la BER, la Banque européenne de reconstruction et développement, est absent, absence de dernière minute pour raison d'urgence. On va donc aborder ce sujet avec un représentant et pas des moindres du ministère de l'Industrie et du Commerce, en la personne de Hamin Belhaj Soulami. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Benoît, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Plaisir partagé. Hakim Marakchi également avec nous. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Landry et bonsoir à tous les auditeurs de la Chambre britannique de commerce. Et c'est un plaisir également d'être avec vous. Également partagé toujours de vous retrouver, vice-président de la CGM. Vous êtes président de la commission fiscalité et vice-président également de l'ASMEX, l'association marocaine des exportateurs marocains. Et effectivement, on parlera également d'export puisque c'est un sujet intéressant et important pour l'économie. On va passer en revue avec vous, messieurs, eh bien, un petit peu la photographie de l'année 2022 très rapidement et puis nos forces, nos faiblesses également pour cette année 2023 face à une conjoncture internationale très difficile, délicate, incertaine et face à l'inflation qui grimpe toujours de plus en plus. On va d'abord parler peut-être pandémie, sécheresse, inflation avec vous, Hamin Belhaj, parler des politiques anti-inflation, des mesures anti-inflation qui ont été décidées par le gouvernement, notamment dans votre secteur qui est celui de l'industrie, et puis comment le Maroc peut rester compétitif en cette période. Et puis avec vous, Hakim Marakchi, en deuxième partie, nous parlerons finalement des dispositifs de notre économie nationale. Est-ce que nous avons des fondamentaux solides? Comment se porte l'environnement des entreprises aujourd'hui, début 2023? On a eu des chiffres pas très joyeux malheureusement sur les défaillances, encore en hausse, plus 17% en 2022 contre plus 59% déjà en hausse en 2021. Bien évidemment, le Covid malheureusement est passé par là. Et puis on verra quels sont les défis pour cette année 2023 selon vous. Il y a du pain sur la planche, on a beaucoup de projets. La charte de l'investissement qui est en route et qui est quasiment finalisée, une nouvelle loi pour les délais de paiement, un fonds Mohamed VI pour l'investissement, un nation branding peut-être qui pourrait être revitalisé à travers le parcours historique des Lions de l'Atlas et une banque de projets qui accélère de plus en plus. Et justement, Hamin Belhaj Soulami, on parle tout de suite avec vous d'industrie. Alors, d'abord, je voudrais parler effectivement peut-être photographie de l'année 2022. Quelle lecture vous en faites? C'est vrai qu'on a vécu une sécheresse historique, ça a été très compliqué. Les suites d'une pandémie, de l'inflation qui s'est invitée au rendez-vous. Quelles leçons vous en tirez et finalement, comment va le Maroc aujourd'hui? Écoutez, on peut dire aujourd'hui que 2022 a été une année un peu particulière. C'est-à-dire, si on avait fait ce webinaire il y a exactement un an, on aurait probablement parlé de recovery, post-Covid, de relance, etc. Et entre-temps, on a eu en début d'année un événement géopolitique en Europe qui a peut-être déclenché ou permis de catalyser une inflation qui était déjà latente. Notamment, ça s'est fait notamment via les prix de l'énergie qui ont été un des vecteurs de l'inflation. Mais cette inflation est aussi le résultat des politiques monétaires notamment et le fameux à tout prix qui a été mené par un certain nombre de pays à partir de 2020. Donc c'est une année particulière à plusieurs titres. Peut-être pour évacuer rapidement le sujet de la pandémie, Dieu merci, je pense que là, aujourd'hui, la situation est globalement maîtrisée. Ça a encore été annoncé par Monsieur le ministre de la Santé. Globalement, sur l'activité économique de 2022, on peut dire aujourd'hui que la pandémie n'a pas eu d'impact comme elle a pu l'avoir en 2020 et dans une moindre mesure en 2021. La sécheresse, par contre, a été un sujet particulièrement difficile qui aujourd'hui a un impact sur les indicateurs macro. Quand on regarde le taux de croissance projeté pour le Maroc en 2022, on est sur un niveau qui apparaît comme étant faible. On est, selon les sources, entre 1 et 2% pour l'année 2022. Et ça, c'est directement lié à la sécheresse particulièrement difficile qu'a connue le Maroc et un certain nombre de pays dans le monde cette année. Donc, d'une part, une sécheresse compliquée avec un impact direct sur les indicateurs macroéconomiques
mais également une inflation, un niveau d'inflation. On a terminé l'année à peu près à 6,5%, qui est un niveau record. À titre indicatif, au Maroc, la cible qui est gérée par le Maghreb est de 2%. Ouais. En revanche, on pourra revenir sur l'ensemble des mesures qui ont été mises en place par les pouvoirs publics. Il y a un chiffre qui a été communiqué par la Banque mondiale, dire sans ce soutien-là fort de l'État, l'inflation aurait été probablement autour de 9 à 10%. Rapidement sur les mesures qui ont été déployées par le gouvernement. Donc là, la poursuite de la compensation sur le butane, sur le sucre, le soutien aux transporteurs. Et enfin, il y a un sujet sur lequel on ne parle pas beaucoup, c'est celui du prix de l'électricité. Dans certains pays, on discute, est-ce qu'on parle de bouclier énergétique, est-ce qu'on parle d'amortisseur énergétique? Au Maroc, que ce soit les foyers ou les entreprises, ça aussi c'est un argument important en termes de compétitivité. Tout le monde a payé l'électricité au même prix que l'année précédente. Et ça, c'est un effort significatif de l'État qui n'apparaît pas directement dans les chiffres de la compensation. Donc au global, moi je pense que l'État, avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, a fait vraiment le nécessaire pour limiter l'impact de l'inflation, à la fois sur les ménages et sur les entreprises. Ça, c'est pour les nouvelles. Allez-y. Non, sur les mesures anti-inflation, justement, vous parlez de soutien aux exportateurs. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes peut-être de financement ou d'accompagnement qui ont été mis en place en 2022? Alors, sur les exportateurs, je pense que c'est un sujet un peu différent. C'est-à-dire sur la limitation de l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat, il y a la fameuse caisse de compensation qui a fait un effort très important cette année. On doit être à 40 ou 50 milliards de dirhams. Il y a un chiffre qui revenait beaucoup dans les discours. C'est sur la fameuse bouteille de gaz que paye le consommateur à 40 dirhams. L'État subventionne 100 dirhams. Et donc là, sur l'ensemble de l'année, ça fait vraiment un effort qui est significatif. Les denrées alimentaires, le blé, le sucre. Et il y a même eu un moment un effort significatif afin même comment dire, qu'il n'y ait pas de tension en termes d'approvisionnement. Au-delà de la question du prix, dans des pays qui sont au nord du Maroc, on a vu des tensions en termes d'approvisionnement, avant même de parler des pénuries de sucre, d'huile, etc. Et au Maroc, donc, au-delà de l'effort budgétaire de l'État, il y a eu une mobilisation de l'ensemble des parties prenantes pour assurer un approvisionnement ininterrompu sur l'ensemble du territoire national. Il y a eu également des aides, il faut rappeler, vous parlez du gaz, il y a eu des aides notamment aux professionnels en matière d'hydrocarbures. Sur les professionnels, il y a eu alors à ma connaissance, les aides ont été données aux transporteurs, justement pour faire en sorte que la hausse du prix des hydrocarbures ne vienne pas aggraver davantage les tensions inflationnistes, que ce soit pour les foyers ou pour les entreprises. Donc, si vous voulez, en termes de typologie de mesures, il y a les mesures directes à travers la caisse de compensation, il y a les mesures indirectes, notamment l'aide qui est donnée aux transporteurs, qui se chiffre également en milliards, voire en dizaines de milliards de dirhams, et enfin, l'effort très significatif sur le coût de l'énergie. Et ça, une fois de plus, c'est un sujet sur lequel on ne parle pas beaucoup, alors que dans certains pays, il y a beaucoup d'usines qui ont arrêté de tourner, carrément parce que les factures ont été multipliées par 4 ou par 10. Donc ça, c'est un mot sur l'inflation. On pourra revenir sur les projections pour l'année prochaine. Pour les bonnes nouvelles, toujours en 2022, donc moi je pense que le chiffre de la croissance, il faut regarder d'un peu plus près. On voit 1% de croissance alors qu'on est dans un environnement inflationniste, donc de surchauffe. Le chiffre peut paraître très faible. De mon point de vue, c'est principalement lié à la performance très mitigée du secteur agricole, liée, comme on l'a évoqué, à la faible pluviométrie ou carrément à la sécheresse. Je pense que le mot est dit. Sur le front des bonnes nouvelles, sur le secteur de l'industrie, par exemple, on a aujourd'hui des indicateurs qui sont très positifs. Un mot sur les exportations. À fin novembre 2022, les exportations industrielles du Royaume ont progressé de 35% par rapport à l'année précédente. Alors, il y a un effet prix principalement sur les phosphates. Les phosphates, le volume a été globalement stable avec des prix qui ont très fortement augmenté. Mais sur l'ensemble des autres secteurs, on a atteint des niveaux records.
un mot sur l'automobile. D'ailleurs, pour revenir rapidement sur les phosphates, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, c'est principalement un effet prix, mais c'est aussi le résultat de la politique d'investissement contracyclique qui a été menée par le groupe OCP, qui a investi quand les cours étaient bas, qui se retrouve aujourd'hui avec un outil industriel très performant et qui permet d'aller capter cette valeur quand les cours augmentent. Sur les autres secteurs, c'est principalement un effet volume. L'automobile, par exemple, en est à plus 35%, alors que le marché européen, qui est notre principal client sur le marché automobile, est baissier, entre 10 et 20% de tête. Et ça aussi, on pourra en reparler pour 2023 quand on parle de baisse de la demande extérieure adressée au Maroc. Le Maroc a un positionnement un peu particulier qui fait qu'il peut mieux résister à la baisse de la demande externe. Donc toujours sur l'industrie, des performances records de l'ensemble des secteurs à l'export, avec au global plus 35% par rapport à 2021. Et en termes de l'emploi, la récupération, bien entendu, dès fin 2021 de l'ensemble des emplois qui ont été perdus pendant la crise du Covid, avec un creux à un moment d'à peu près 400 000 emplois qui ont été perdus pendant les premiers mois de confinement. Donc l'ensemble des emplois ont été récupérés. Et aujourd'hui, en termes de création nette dans l'industrie sur 2022, on va finir à peu près à 70 ou 75 000 créations nettes, qui correspond peu ou prou à 95% de la trajectoire sur l'objectif gouvernemental en la matière, qui est de 400 000 nets emplois sur 5 ans, donc à peu près 80 000 emplois par an. Donc en gros, pour ne pas m'étaler, une année un peu particulière où les indicateurs macroéconomiques ont été pénalisés par la sécheresse, une inflation importée notamment à travers l'énergie et les matières premières, et un effort significatif des pouvoirs publics pour mitiger l'impact à la fois sur les foyers et sur les entreprises, et une performance remarquable de l'industrie dans un contexte international très particulier. Amin Belhaj Solami, comment garder le cap? Du coup, là, on est en début 2023. Est-ce qu'on va rester sur ce rythme? Comment faire? Comment rester compétitif, notamment en matière d'investissement et d'investissement sur les infrastructures? Alors, sur les infrastructures, alors sur l'investissement d'abord, de manière générale, l'investissement public. Cette année, il va être autour de 300 milliards de dirhams. Donc, c'est un niveau qui demeure très soutenu et qui s'inscrit aussi dans la loi de finances. Qui est pourtant une loi à vocation prioritaire sociale. Le programme gouvernemental et cette loi de finances en particulier, donc c'est la consécration de l'État social avec le chantier de la banque, etc., mais qui ne vient pas pour autant renier sur l'effort de l'investissement public au sens large, et toujours dans un souci de préservation des équilibres macroéconomiques. Donc l'investissement public demeure à un niveau soutenu. Sur l'investissement privé, il y a en tout cas les perspectives sont bonnes, et il y a un certain nombre d'outils qui sont en train d'être actionnés et qui vont permettre de se positionner sur la trajectoire ambitieuse voulue par Sa Majesté en la matière. Et son appel lors d'ouverture du Parlement de cette année, avec un objectif très ambitieux en termes d'investissement public, 550 milliards sur les années à venir. Alors rapidement, sur les fondamentaux du Maroc, ils sont connus, c'est la position géostratégique qui est vraiment très avantageuse, la stabilité politique macroéconomique, et aussi un ensemble de mesures qui sont mises en place par les pouvoirs publics. La charte de l'investissement, vous l'avez évoqué, Benoît, aujourd'hui, je pense qu'elle arrive à point nommé, et c'est vraiment un formidable outil qui sera donné aux investisseurs. On pourra revenir sur ce dispositif de manière plus précise. C'est un dispositif très avantageux en termes d'incitation à l'investissement et qui sera très lisible aussi et qui sera opérationnalisé, Inch'Allah, dans les toutes prochaines semaines. La charte de l'investissement, il y a d'autres choses que vous avez évoquées, l'opérationnalisation du fonds Mohamed VI, qui se veut être un catalyseur de l'investissement privé au Maroc. Le premier conseil d'administration a été tenu il y a quelques semaines. Les choses sont en train d'avancer. On espère, Inch'Allah, avoir les premiers deals être closés cette année. La loi sur les délais de paiement, qui est un sujet, pourra peut-être faire le lien avec la défaillance des entreprises que vous avez évoquées.
Aujourd'hui, l'un des principaux facteurs de défaillance des entreprises, surtout les TPE, c'est les délais de paiement. Donc, le gouvernement est arrivé avec un texte nouveau, une approche un peu différente. Il y a également la loi sur les zones industrielles qui a été portée par le ministère, au même titre que le texte sur les délais de paiement, qui va favoriser l'accès des industriels au foncier dans des conditions compétitives, lutter contre la spéculation, favoriser la bonne gouvernance des zones industrielles, etc. Il y a aussi le fameux dispositif R&D qui a été lancé chez nos amis de la CGM il y a quelques jours, avec le premier appel à projet qui est doté de 300 millions de dirhams par an. Il y a un certain nombre de mesures sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez, mais d'un point de vue général, les fondamentaux du Maroc demeurent très solides. On l'a vu pendant le Covid, on l'a encore vu en 2022. Le Maroc a bénéficié d'un certain nombre de relocalisations liées à des tensions géopolitiques ailleurs dans le monde. Et aujourd'hui, donc, en plus de ces fondamentaux qui demeurent très solides, un ensemble de chantiers qui sont en train d'être lancés par le gouvernement pour continuer à soutenir l'investissement privé. Un mot aussi peut-être sur les chiffres de 2022 en termes d'investissement. Au sein du ministère, il y a eu à peu près 360 projets qui ont été signés, 280 conventions et 80 MOU. Donc, on n'est pas loin de un projet industriel par jour qui représente un montant d'investissement global de plus de 40 milliards de dirhams et un potentiel d'emploi de 300 000 emplois directs et indirects sur les quelques années à venir. Donc, de notre point de vue, la dynamique se poursuit. Des dispositifs seront lancés ou ont été lancés récemment pour la catalyser. Et on est aussi rassuré par la capacité du Maroc qui a été démontrée à gérer de manière agile et résiliente les difficultés qui peuvent survenir à n'importe quel moment. Merci beaucoup, Amin Belhaj Soulami. Vous restez bien sûr avec nous. Alors, il y a des questions qui commencent à arriver. On va en prendre quelques-unes juste après l'intervention de Hakim Marrakchi. Puis j'imagine que justement après votre intervention, Hakim Marrakchi, il y aura encore beaucoup de questions. Hakim Marrakchi, peut-être d'abord une réaction à cette petite photographie de 2022 dressée par Amin Belhaj Soulami et ces bonnes nouvelles, ces mesures mises en place et ces résultats en 2022 par le gouvernement et notamment par le ministère de l'Industrie. Comment vous analysez cette année 2022 ? Je pense que M. Soulami Belhaj a brossé une situation qui est plutôt réelle et réaliste de l'année 2022. C'est une année qui est effectivement une année très particulière, qui a commencé, disons, dès le premier trimestre avec, disons, bien sûr, les suites du Covid, d'une part, mais surtout l'agression, disons, russe en Ukraine, qui a provoqué une très forte poussée de l'inflation, c'est-à-dire un gonflement rapide des prix. Et effectivement, nous avons connu à la fin du premier trimestre et jusqu'au troisième trimestre, en fait, une poussée inflationniste très forte sur certains produits, mais essentiellement une inflation qui était importée. Là où je diffère un petit peu par rapport à, disons, cette analyse sur l'inflation, bon, évidemment, l'État a joué un rôle qui a été remarquable. On peut le dire, disons… On n'a pas à rougir, absolument. Notre État a pris les devants pendant toute la crise Covid et puis également avec la crise ukrainienne, puisqu'effectivement, certains prix ont été contenus, les aides ont été apportées aux transporteurs, le prix de l'électricité n'a pas augmenté, et c'est une aide indirecte à l'ensemble de l'économie que l'État paye cash, parce que le déficit de l'ONE est très important, il est de l'ordre de 20 milliards de dirhams. Donc, c'est un déficit qui est un déficit majeur et je ne sais pas combien de temps est-ce que la situation pourra durer. Heureusement, les prix du charbon en particulier commencent à baisser. Et donc, également, les prix du gaz également baissent. Et en même temps, il y a un effort pour développer les énergies renouvelables, même pour de l'autoconsommation, mais également pour la distribution. Donc, mais par contre, disons, là où je diffère un petit peu, c'est… L'État, en tout cas la Banque centrale, a mis beaucoup de temps avant de commencer à augmenter les taux. Effectivement, il y avait une demande de crédit qui est très importante. Par contre, j'estime que l'inflation étant essentiellement apportée, la hausse des taux d'intérêt, elle va agir sur la demande. Et non pas, alors que la hausse de l'inflation, elle est due à un problème d'offre. C'est-à-dire c'est une inflation de l'offre et non pas une inflation de la demande. Et en augmentant les taux, ben, on risque de faire baisser un petit peu la demande. On risque également de
perturber le financement des entreprises qui est particulièrement mis à mal. Parce que malgré tout, donc, disons, je confirme tout ce qu'a dit M. Soulami Belhaj, mais je dois apporter le point de vue de l'entreprise et de l'entrepreneur. Un entrepreneur qui a vécu le Covid a vu en général, pour beaucoup de secteurs, certains ont été épargnés, mais certains en ont profité, notamment par exemple les secteurs de la santé par exemple, mais les autres secteurs, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit l'automobile, d'une manière internationale, mais pas toujours au Maroc, en ont pas profité. C'est-à-dire même les usines comme Renault ont dû s'arrêter pendant plusieurs mois du fait de la rareté de certains composants. Et donc là, on a une reprise assez forte de la demande. Et donc, on a un besoin en fonds de roulement qui gonfle. Et en même temps, les taux d'intérêt qui augmentent. Et donc, notre principal souci aujourd'hui, c'est un souci de financement. Alors, quand on m'a parlé effectivement des défaillances d'entreprises pour l'année 2023, après une année 2022 qui était déjà, enfin plutôt pour l'année 2022, après une année 2021 qui était déjà, disons, qui avait déjà vu de nombreuses entreprises mettre la clé sous la porte. Donc effectivement, il y a un problème de financement pour notre économie. Par contre, je ne pense pas qu'une loi résoudra le problème. Pour moi, disons, les délais de paiement, c'est d'abord un rapport de force entre un fournisseur et son client. Et donc, en fait, le problème pour l'économie, c'est que nous avons quand même des donneurs d'ordre qui sont beaucoup plus forts que les petites entreprises qui les servent. Et c'est là où il y a un déséquilibre. Donc, une loi, elle va essayer de colmater certaines brèches. Par contre, je ne pense pas que la loi suffira à régler le problème. Pour moi, la masse monétaire qui est en circulation n'est pas suffisante. Et le problème a commencé lorsque, en 2011 et 2012, l'État a maintenu une politique de demande publique qui était importante et qui a en fait été financée par les délais de paiement qui nous ont répercutés sur les entreprises. La dernière année, on a vu que le gouvernement qui a été mis en place a fait un réel effort à ce sujet, a commencé à rembourser des dettes fiscales de l'État vis-à-vis des entreprises de façon beaucoup plus importante. Donc les choses se sont un peu mieux déroulées, mais de nouveau, il y a un tarissement du crédit avec la hausse des taux d'intérêt, et donc de nouveau, les entreprises commencent à souffrir. Donc là, c'est peut-être un bémol par rapport à ce qui peut se passer en 2023. Ça veut dire quoi? Si vous entendez bien, ça veut dire qu'il faudrait baisser le taux directeur et que peut-être en matière de solutions, sur les délais de paiement, il faudrait penser à des mécanismes innovants. Ça fait longtemps qu'on entend parler du naming shame. On l'a commencé, on l'a débuté auprès des entreprises publiques. Est-ce qu'il faudrait le débuter sur certaines catégories de grandes entreprises ou pas du tout? Ce n'est pas la bonne méthodologie. Non, c'est une méthode. Je dirais qu'il y en a plusieurs. Mais d'une manière générale, il faut rendre les délais de paiement plus coûteux. Donc, la loi, effectivement, va aller dans ce sens-là. Simplement, on va donner disons, un bâton au pouvoir public pour, disons, pénaliser des entreprises qui sont déjà mal en point. C'est-à-dire, si quelqu'un ne paye pas, bon, il peut être malhonnête, mais en général, c'est qu'il ne peut pas payer. C'est-à-dire, si je ne reçois pas l'argent de mes clients, je ne vais pas payer mon fournisseur. Et donc, si mon fournisseur ne me paye pas, ipso facto, je ne paierai pas la suite. Donc, pour moi, c'est une chaîne, et au total, il n'y a peut-être pas assez d'argent dans l'économie. Alors, bien évidemment, si on augmente la masse monétaire, il y a un risque inflationniste. Donc, la Banque du Maroc a reculé la hausse des taux si longtemps qu'elle a pu, et elle est intervenue de façon décalée par rapport au marché, qui avait déjà constaté effectivement une hausse de la demande de crédit. Et donc, le taux du marché était déjà beaucoup plus élevé que celui de la Banque centrale. Donc, la Banque centrale n'a fait que suivre. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas d'impact en réalité sur l'inflation, parce que l'inflation est essentiellement importée. Moi, en tant qu'industriel, j'observe aujourd'hui que les coûts sont en train de baisser. Ce que j'observe, c'est qu'en fait, le fret d'Asie a commencé à baisser de façon assez importante. Parce qu'on était au départ, avant le Covid, on était à peu près à 1 500 $ un conteneur en provenance de Shanghai. On est passé à plus de 20 000 $. Maintenant, on est de retour à peu près à 4 500 $. Et donc ça veut dire que les produits asiatiques reviennent vers la zone Europe et au Maroc à un prix, donc un coût qui est nettement plus bas que celui qu'on a connu pendant le Covid. Et la conséquence, c'est qu'on commence à avoir une baisse des prix. Également, la Chine s'est remise à travailler.
C'est-à-dire que la politique zéro Covid a fait que beaucoup d'entreprises chinoises ne travaillaient pas et donc la Chine étant en quelque sorte l'usine du monde sur ces 20 dernières années, l'offre était plus faible et donc on avait tendance à, disons, se fournir dans la région, c'est-à-dire pour les Marocains au Maroc et pour les Européens, disons, autour d'eux. Donc ça a donné un certain dynamisme à notre commerce extérieur. Et on a vu que finalement nos exportations, notamment en 2022, ont cru de plus de 35%. 2 années de suite d'ailleurs. Mais en même temps qu'on observe cette croissance, on voit que le commerce extérieur représente plus de 70% du PIB nominal. La croissance est faible, alors qu'on a une croissance du commerce extérieur qui est très importante. La croissance du PIB est plus faible. Ça veut dire aussi que notre économie est davantage arrimée à l'économie internationale. Et donc, la valeur ajoutée de nos exportations n'est pas qu'une valeur ajoutée locale. Ce n'est pas du made in Morocco, c'est du made with Morocco. Ce qui est une excellente chose par rapport à notre arrimage à l'Europe, puisque les 2/3 de nos exportations vont vers l'Union européenne. Et donc, en particulier, ça veut dire que sur l'industrie automobile, nous sommes bien intégrés aux chaînes de valeur. Mais ça veut dire aussi que en cas de reflux en Europe ou de changement de la réglementation en Europe, le contre-coup chez nous sera beaucoup plus important. Donc, un des points forts de notre économie, c'est qu'effectivement, la demande publique reste très élevée. Donc, et il y a de nouvelles règles que je trouve nettement plus intéressantes que celles qu'on connaissait auparavant, qui obligent finalement les pouvoirs publics à privilégier un approvisionnement chez les entreprises marocaines et dans certains cas, y compris dans les régions marocaines. Donc ça, c'est un boost qui mérite d'être... Absolument. Donc ça, c'est un point très positif pour notre économie. Un autre point qui est remarquable sur l'année 2023, c'est le développement et le déploiement de l'État social que M. Soulami a déjà mentionné, mais qui va générer de nouvelles opportunités du point de vue de notre économie dans de nombreux domaines. Mais pas uniquement dans la pharmacie, mais également dans les autres secteurs de l'économie de la santé. Et il y a également le développement de l'économie verte, qui est un atout majeur pour le Maroc. C'est-à-dire que le Maroc bénéficie d'une situation particulière. Nous avons un potentiel de développement grâce à l'éolien qui est très particulier au Maroc. C'est-à-dire qu'on a une qualité de vent, notamment au sud, à partir d'Essaouira et au sud d'Agadir, qui est telle que nous pouvons notamment exporter beaucoup plus facilement de l'électricité verte. Et je pense d'ailleurs qu'il y a un câble sous-marin qui doit être construit et qui doit permettre d'alimenter pratiquement 10% des besoins britanniques en électricité. Donc, par rapport à cela, donc il y a effectivement la démarche qui a été prise et qui a été annoncée à la CGM cette semaine sur l'innovation qui va permettre au niveau de l'économie verte de booster justement l'innovation dans ce domaine et de proposer des solutions qui répondront au problème de l'intermittence des énergies renouvelables et qui permettront peut-être au Maroc de se positionner de façon beaucoup plus avantageuse à l'avenir. Et donc, disons, il y a plusieurs points qui permettent effectivement d'espérer que 2023, malgré tout, soit une bonne année. Alors, il reste bien sûr l'aléa climatique. On a vu que nos exportations de fruits et légumes n'ont pas pâti de la sécheresse sur l'année passée. Maintenant, il y a eu quelques pluies, les barrages commencent à se remplir. Il faut espérer que ça continue dans ce sens-là. C'est incroyable. Pardon, excusez-moi, ça c'est incroyable. C'est-à-dire qu'effectivement, on a quand même réussi à sauvegarder notre exportation de fruits et légumes, principalement de fruits vers le continent européen notamment, en 2022. Oui, par passer les chiffres en tout cas, hein, c'est-à-dire que même il y a une croissance même des exportations des produits agroalimentaires, mais sur les produits de bouche, effectivement, il y a eu au moins un maintien. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a eu au moins un maintien, peut-être même une croissance. Il faut dire que dans ce domaine-là, il faut rappeler que le Maroc n'est pas très bien positionné à cause de la position de l'Espagne et de la particularité des accords européens
sur le transport. C'est-à-dire que nous exportons, par exemple, des primeurs ou des fruits à travers l'Espagne, souvent en camion, mais c'est souvent des transporteurs espagnols qui facturent relativement cher le transport parce que la loi européenne fait que le dernier port européen est à Algeciras et que les tirs marocains ne peuvent pas capoter en Europe et donc la concurrence joue moins bien. Et donc il y a encore un petit domaine dans lequel on peut s'améliorer, disons à l'avenir, en négociant certaines évolutions avec l'Union européenne et avec nos amis espagnols, puisque même il y a beaucoup d'entreprises espagnoles qui sont installées au Maroc et qui aussi pâtissent du coût du transport, ce qui est assez aberrant, mais c'est en fait un manque d'expression de la concurrence. Finalement, je pense que là où il y a le plus de progrès à attendre au niveau de l'économie marocaine, c'est de développer l'économie de la concurrence. Si la concurrence s'exprime de façon plus loyale, là, la croissance sera probablement plus pérenne que ce que nous avons observé. Alors en même temps, on voit que, disons, la politique fiscale est devenue extrêmement claire, puisqu'il y a un certain nombre d'entreprises, une centaine, qui vont se retrouver à payer des impôts nettement plus élevés que les autres, mais qui sont en général des secteurs qui sont plutôt protégés. Par contre, les entreprises qui sont soumises à concurrence internationale, eux verront un niveau d'imposition qui est plus faible. Je dirais que c'est peut-être plus juste, mais en même temps, ce n'est peut-être pas suffisant, puisque, disons qu'il ne faut pas non plus que les entreprises qui sont soumises à concurrence continuent à être grevées par, finalement, le poids de certains monopoles. Voilà, donc il y a encore des mutations à opérer dans l'économie. Ce qu'a dit d'ailleurs le rapport sur le modèle de développement, c'est qu'il est attendu un choc de compétitivité qui permettra de rebooster en fait la croissance, mais surtout l'emploi. Au fond, disons, ce qu'on observe ces dernières années, c'est qu'on a eu une croissance pas très forte, mais surtout on n'a pas eu beaucoup de création d'emplois. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait davantage d'entrepreneurs au Maroc, il faut qu'il y ait davantage de personnes qui acceptent de prendre des risques et que le risque soit plus rémunérateur. Et donc c'est peut-être un peu ce que propose la banque de projet et la charte d'investissement. Bon, la charte d'investissement doit encore être déployée, c'est-à-dire que les grands principes ont été énoncés. Par contre, la mise en œuvre, surtout pour les petites et moyennes entreprises, n'a pas encore été réellement déclinée. Et de même que la banque de projet, elle a montré qu'il y a un certain nombre de produits sur lesquels nous devrions être compétitifs au Maroc. Il n'y a aucune raison qu'on ne le soit pas, mais il n'y a pas de raison non plus de faire payer aux transformateurs marocains des coûts que ne subit pas un transformateur étranger. C'est une condition sine qua non pour que les projets que M. Soulami a évoqués, qui représentent 40 milliards de dirhams, puissent durer. C'est-à-dire que s'il y a une incitation à l'investissement, donc qui permet finalement de baisser l'aversion au risque, il faut qu'il y ait suffisamment de rémunération du risque pour que les projets durent. Et là, disons, moi, en tant qu'industriel, je fais souvent des projections et des business plans et tous mes vœux ne se réalisent pas. Et donc, je dois me poser souvent la question pourquoi est-ce que je n'atteins pas mes objectifs et je dois porter des actions correctives. Je dirais que là, on a un point sur la compétitivité qui est latent. Je disais à Madame la ministre de l'Économie et des Finances hier, qui était de passage à la CGM, ça fait 30 ans que je demande à ce que les industriels marocains payent des droits de douane qui soient au plus identiques à ceux que payent leurs concurrents qui exportent à partir d'une zone de libre-échange au Maroc. C'est-à-dire, eux, ils payent 0, alors que nous, c'est souvent encore 17,5 ou 10%, et le minimum, c'est 2,5%. Et là, c'est une petite anomalie. De toute façon, aujourd'hui, on importe le plus souvent d'Europe, mais ce n'est pas parce que l'Europe est plus compétitive, c'est qu'on achète de plus souvent d'Europe parce que c'est moins taxé. Et donc, en fait, on donne un avantage aux Européens que nous, industriels marocains, nous payons. Lorsqu'on est dans une situation, disons, d'exportateur, on importe en admission temporaire et là, on peut importer d'Asie sans problème. Mais si on veut développer le marché local, si on veut développer des produits au Maroc, il faut que le risque soit mieux rémunéré. Et donc ça, c'est un petit bémol que je dis tout simplement pour expliquer qu'on a fait beaucoup de très bonnes choses, mais qu'il y a encore un chemin qui est à faire. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le rapport sur le modèle de développement. Je n'ai rien inventé.
Donc, il faut récompenser l'investissement local, c'est ce que vous dites. Il faut l'encourager, mais l'encourager, alors l'État le fait à travers des primes à l'investissement, mais je préfère qu'il le fasse aussi en baissant les coûts à l'exploitation. C'est-à-dire que un des coûts principaux, c'est l'impôt ou les prélèvements sur les salaires. Donc, on a vu pendant le Covid que 80% des emplois au Maroc ne sont pas déclarés ou pas totalement déclarés. C'est-à-dire qu'il y a 1,5 million de personnes qui cotisent à la sécurité sociale en tant que salariés, alors que la population active, elle est au moins 10 fois plus élevée. On a 1,5 million de personnes qui cotisent de façon intermittente. Donc, bon, ceux-là ne sont pas encore les récupérer dans l'économie formelle, mais ça veut dire que finalement, les prélèvements sociaux font fuir une partie des emplois, en tout cas qui ne sont pas tout à fait transparents. Je dis ça montre qu'il y a un problème de compétitivité, et on le voit d'ailleurs dans la faible valeur ajoutée de notre production et de nos exportations. Donc le fait que l'État ait encouragé des investisseurs marocains et étrangers, mais beaucoup d'étrangers, à s'installer, notamment par exemple dans l'industrie automobile ou aéronautique, il y a parfois peu de valeur ajoutée, mais il y a un déclic qui s'opère et qui permet une intégration progressive. Mais le marché local, c'est le marché sur lequel on s'exprime de façon la plus volontaire et la plus décidée. Et c'est là où c'est grâce au marché local et au marché naturel. Parce que notre faiblesse, en tant que Marocain, notre faiblesse, c'est qu'on a une petite économie et que finalement, notre marché naturel, ce n'est que le marché marocain. On ne peut pas dire que le marché africain soit encore un marché naturel pour nous, même s'il est plus proche disons, dans les pratiques des consommateurs, dans le comportement des consommateurs. Le marché africain est plus proche que le marché européen. J'exporte depuis plusieurs années en Europe ou en Amérique du Nord. C'est des produits qui sont différents de ceux que je propose au Maroc. Et quand j'exporte en Afrique, c'est des produits qui sont totalement similaires à ceux que nous avons au Maroc. Nous avons des grands groupes marocains qui se sont parfaitement développés en Afrique parce qu'il y a une connaissance de ces métiers qui est compatible avec le comportement des consommateurs en Afrique. Et donc, il y a une déclinaison qui est assez naturelle. Mais on ne peut pas encore dire que le marché africain soit un marché naturel pour nous parce que nous n'avons pas d'accord de libre-échange avec les marchés africains. Donc, il y a beaucoup de très bonnes choses, mais nous avons encore la possibilité de beaucoup travailler. En fait, je rapporte beaucoup de choses qui sont dans le rapport sur le modèle de développement. Voilà, on doit avoir un État fort, mais aussi une citoyenneté forte. Voilà. Et on doit dire ce qui doit être, et on doit faire nous-mêmes, c'est-à-dire nous-mêmes, en tant que CASMEX ou en tant que CGM, on fait notre propre autocritique. On ne fait pas suffisamment, on doit en faire davantage. L'État a fait beaucoup, mais en même temps, l'État aussi doit encore développer ses actions, apporter un cadre qui soit le plus idoine. C'est une constante amélioration. Je dirais, disons que c'est pas parce qu'on fait, disons, on doit se faire notre autocritique, mais on a des droits et des devoirs, mais on a aussi des revendications qui sont légitimes. Merci beaucoup, Hakim Marrakchi. Beaucoup de points abordés. On va peut-être pas y répondre point par point, mais on va les prendre un par un. Amine Belhaj Soulami, peut-être d'abord sur l'année 2023, on parlait de secteurs d'activité qui se portent bien. Vous avez parlé des chiffres de l'exportation tout à l'heure. L'ensemble des secteurs d'activité ont affiché à la hausse des exportations assez importantes en 2022. Sur quel curseur mettre cette année 2023 selon vous? Hakim Marrakchi nous parlait à l'instant du Made with Morocco et du Made in Morocco. Est-ce qu'on peut arriver à transformer ce Made with en Made in de manière plus forte, plus intensive? Comment, par quoi ça passe? Et puis, est-ce que vous avez peut-être des premiers chiffres en tête sur la banque de projets? Parce que c'est vrai qu'on sent que ça accélère, mais est-ce que ça peut être un véritable levier à moyen terme d'exportation ensuite à venir, en dehors du marché local? Alors, en termes de projection macroéconomique pour 2023, en termes de croissance du PIB, on devrait, selon les différentes sources, finir à plus 3 ou plus 4, entre plus 3 et plus 4%.
Vous avez évoqué plus 3,5 de la Banque mondiale. Sur la loi de finances, on est à plus 4%, versus peine un peu plus que 1% en 2022. Donc, on est sur un trend, en tout cas anticipé, qui est plutôt positif. Sur l'inflation, Simrakchi a évoqué le relèvement du taux directeur par la Banque centrale. Donc, les deux hausses successives, on devrait passer de 6,5 à peu près à entre 2 et 3% selon les sources. C'est 2% dans la loi de finances, c'est 4% pour Banque Maghreb. Donc, je pense qu'il y a un consensus sur une augmentation de la croissance et un ralentissement de l'inflation, chose que certains experts en macroéconomie peuvent trouver un peu étonnante, voire contradictoire. Oui, ça nous fait tomber à zéro finalement. C'est un autre débat et c'est lié aussi à la question de la pluviométrie et du rôle de l'agriculture dans l'économie marocaine, sans rappeler d'anciennes citations. Donc l'idée était là, sur les projections macro, donc croissance en hausse, inflation en baisse. Sur les points qui ont été évoqués par Simrakchi, et ensuite je reviendrai à votre question, Benoît. Sur les délais de paiement, moi je pense qu'on est d'accord sur le diagnostic. Aujourd'hui, il faut sortir du rapport de force. Alors, sur l'État, rapidement, l'État est aujourd'hui un très bon élève en termes de délai de paiement, que ce soit les établissements publics, les collectivités locales, etc. Aujourd'hui, on est sur des niveaux de paiement autour d'une trentaine de jours. Aujourd'hui, c'est au sein du secteur privé qu'il y a un vrai sujet, avec des délais de paiement qui atteignent à peu près 270 jours pour les TPE. Et donc, tout l'enjeu de ce nouveau texte, qui est en phase finale d'adoption, c'est de sortir du rapport de force. Dans le régime existant jusqu'à aujourd'hui, le mauvais payeur devait payer des pénalités, chose qu'il ne faisait pas en pratique pour des raisons de rapport de force. Et en plus, dans la version précédente, le fisc venait réclamer à la société qui n'a pas été payée de payer des impôts sur des dommages et intérêts qu'ils n'ont pas reçus non plus. Donc, c'était vraiment un système où le rapport de force prédominait. Et toute la logique de ce texte, c'est de sortir et de mettre l'État au milieu, l'État représenté par la DGI. Aujourd'hui, en tout cas fin 2020-2021, le montant des créances interentreprises est à peu près de 400 milliards de dirhams. Je dirais à peu près 400 milliards de dirhams dans la nature, c'est les entreprises qui se financent entre elles. Et on espère que peut-être d'une certaine manière, ce texte permettra justement de libérer une partie de ces financements-là qui viendront, on l'espère, compenser la hausse du taux directeur et donc le renchérissement de l'accès au crédit. Sur le Made in Morocco, sur la valeur ajoutée, moi, je nuancerai un peu. On a évoqué le secteur de l'automobile. Sur le secteur de l'automobile, effectivement, aujourd'hui, on a à peu près 250 équipementiers, de constructeurs qui sont pour la grande majorité à capitaux étrangers. Des entreprises de droit marocain qui font travailler plus de 200 000 Marocains, mais ce sont des sociétés à capitaux étrangers. Aujourd'hui, en termes de taux d'intégration sur le secteur automobile, on est en fonction des constructeurs entre 60 et 70%. C'est-à-dire quand une voiture sort de l'usine d'assemblage, il y a 60 ou 70% des achats qui ont été faits localement. Et effectivement, l'enjeu sur ces secteurs-là, celui de l'aéronautique, également, c'est de renforcer la présence des PME à capitaux marocains et de les intégrer progressivement pour avancer dans les rangs, etc. De mon point de vue, l'un des enjeux, et je pense qu'on est d'accord avec Simrakchi, pour réaliser nos ambitions communes, que ce soit secteur privé ou pouvoir public pour notre pays, sous le leadership de Sa Majesté, c'est le rôle de l'investissement privé au Maroc. Et aujourd'hui, moi je pense qu'il y a une orientation claire pour faire en sorte que sur la charte d'investissement, on pourra y revenir aussi, l'objectif ultime est d'inverser les proportions. Aujourd'hui, on est de 1/3 pour l'investissement privé, 2/3 pour le public. Et donc, l'objectif, in fine, est d'inverser ces proportions-là pour arriver à 2/3 d'investissement privé à horizon 2030 ou 2035 de mémoire. Donc, moi, je pense que l'investissement privé aujourd'hui est déterminant au Maroc, qu'effectivement, nous aussi, en tant que pouvoir public, on fait notre autocritique. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des parties prenantes
si tant est qu'on est dans je pense, tous dans une approche constructive, on est à l'écoute, on ne réussit pas tout. Il y a des contraintes macroéconomiques, budgétaires auxquelles l'État est tenu, mais globalement, je pense qu'aujourd'hui, on essaye de mettre en faveur du secteur privé un certain nombre de dispositifs qui ne sont peut-être pas toujours parfaits, qu'on peut rediscuter pour vraiment déployer et accélérer l'investissement privé au Maroc. Sur la question du Made in, Made with Morocco. Justement, alors pour moi, quand une voiture, alors le Maroc exporte à peu près 400 000 voitures par an. Pour moi, une voiture qui est comment dire, dans les composants ou les pièces qui sont acquises entre 60 et 70% au Maroc est une voiture made in Morocco. C'est une voiture made in Morocco, peut-être par des capitaux étrangers, mais avec des employés marocains, qui sont d'ailleurs souvent de plus en plus dans des métiers à forte valeur ajoutée, qui sont aujourd'hui des dirigeants d'usines automobiles, qui font de la conception, de la R&D. Et effectivement, pour moi, aujourd'hui, les voitures au Maroc, c'est des voitures made in Morocco par des Marocains, avec du savoir-faire de plus en plus, comment dire, avec de la montée en valeur sur l'industrie marocaine. On pourra dire un mot sur l'ingénierie, mais aujourd'hui, c'est du made in Morocco par des Marocains dans des usines au Maroc, par des sociétés de droit marocains. Et l'enjeu, là où je rejoins Simarakchi, on a besoin de plus d'entreprises à capitaux marocains, peut-être aussi pour, comment dire, pérenniser ou ancrer davantage ces industries au Maroc, mais aussi pour leur faire bénéficier de cette dynamique qui reste assez exceptionnelle. Un mot aussi peut-être pour finir sur le positionnement du Maroc, les ALE, les droits de douane, notre marché naturel. Le Maroc a fait le choix résolu de l'ouverture. Il y a deux manières de voir. On pourrait se dire, finalement, on va se concentrer sur le marché local. Le marché local, aujourd'hui, on est 40 millions d'habitants. C'est un marché qui ne permettrait sans doute pas à des entreprises d'être compétitives. C'est-à-dire, soit on ouvre, ça nous permet d'exporter, de gagner des parts de marché, d'accéder aujourd'hui à 1 milliard de consommateurs sous ALE, bientôt 2 avec la zone de libre-échange africaine, ou de se dire, finalement, on ferme, on augmente les droits de douane et on se concentre sur nos 36 millions ou nos 40 millions de citoyens marocains. Mais économiquement, c'est impossible ou c'est très difficile, sauf pour certains secteurs spécifiques, en visant un marché de 40 millions d'habitants, d'être compétitif par rapport à des gens qui visent 1 ou 2 milliards d'habitants. Mon point de vue, le marché naturel du Maroc aujourd'hui, c'est bien sûr le territoire national, c'est l'Europe et c'est aussi l'Afrique, peut-être à un peu plus long terme, avec la zone de libre-échange qui est en train d'entrer en vigueur et qui va donner accès à 1 milliard de consommateurs supplémentaires. Hakim Marakchi, Amin Belhaj Soulami nous parlait des accords de libre-échange. On se rappelle, il y a quelques mois, 1 an, 2 ans, plus, on était parti dans une volonté politique de renégociation d'accords de libre-échange, notamment avec la Turquie. On parlait d'autres accords. Toujours un accord de libre-échange qu'on paye approfondi en négociation avec l'Europe. Est-ce que c'est le moment en 2023 peut-être de prendre de court certains concurrents et de renégocier en notre faveur certains points, selon vous? Je pense que M. Soulami, M. Belhaj Soulami a évoqué, disons, une conception un petit peu différente de la mienne sur ce qui est un marché naturel. Mais en tout cas, les marchés qu'il a évoqués, que ce soit l'Europe ou l'Afrique, sont des marchés qui sont peu concurrents avec l'économie marocaine. Et je pense que donc les accords de libre-échange avec l'Europe ou avec l'Afrique sont positifs. Et à mon avis, il n'y a pas grand-chose à renégocier sur ce domaine-là. On va dire que l'accord de libre-échange que nous avons avec l'Union européenne est celui qui marche le mieux. Par contre, nous avons également des accords de libre-échange avec des économies qui sont concurrentes, sur lesquelles en tout cas, on n'a pas mis beaucoup de précautions pour défendre le secteur productif marocain. Je vais prendre le cas de l'agriculture et de l'agro-industrie. Nous avons signé 4 grands accords de libre-échange, un avec l'Union européenne, un avec la Turquie, un avec les pays arabes et les pays du Quad,
et un avec les États-Unis. Et pour chacun de ces accords, le traitement de la partie agricole a été différent. Ce qui, donc, je vais dire simplement par exemple avec l'Union européenne, c'est l'élément agricole qui entre en ligne de compte. Avec les États-Unis, c'est la notion d'exportateur net. Avec la Turquie, il n'y a pas d'accord sur les produits agricoles et agro-industriels. Ils sont soumis à des droits de douane. Et avec les pays arabes, c'est libre. C'est-à-dire que le marché est ouvert pour les pays arabes. Et en fait, au niveau de l'industrie agroalimentaire, on observe qu'elle s'est relativement peu développée depuis que nous avons signé des accords de libre-échange. L'industrie agroalimentaire, je ne parle pas de l'agriculture. L'agriculture a bénéficié du plan Maroc vert, mais précisément, l'intégration de l'agriculture et de l'agro-industrie pêche. Et à mon avis, donc, il manque une doctrine au niveau de notre commerce extérieur. Et disons, on doit dire finalement ce sur quoi on va se battre et ce sur quoi on ne va pas se battre. Ce sur quoi nous devons absolument travailler pour développer une offre Maroc, sur lequel il y a une construction qui doit être faite, et donc on doit utiliser tous les artifices que nous donne le droit de l'OMC, en termes de normes, en termes de tout ce qu'on peut imaginer comme barrière non tarifaire, de façon à permettre le développement d'une offre Maroc qui soit à terme la plus compétitive possible. Et à contrario, il y a certains domaines dans lesquels nous pouvons effectivement être tout à fait ouverts. Donc, à mon sens, au niveau de notre commerce extérieur, il y a encore une politique qui est à définir, ne serait-ce que pour développer une doctrine et une politique de défense commerciale qui soit la plus opérante possible. Mais moi, en tant qu'industriel, quand je dis qu'il y a un marché naturel, c'est celui sur lequel, non pas je peux exporter sans payer des droits de douane, sur lequel j'ai envie d'aller. J'ai envie d'aller partout. Il m'arrive d'exporter. Tiens, aujourd'hui, j'ai exporté sur la Chine. Ce n'est pas un marché naturel pour moi. C'est-à-dire, je peux exporter de temps en temps sur la Chine. L'essentiel de mes exportations, c'est sur les États-Unis et sur l'Europe. Ce n'est pas des produits que je développe pour le marché local. Mon marché naturel en termes de demande naturelle, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique du Nord, les pays arabes, parce que les consommateurs sont très similaires. Par contre, je n'ai pas accès à ces marchés de façon simple, facile, parce qu'il y a des droits de douane qui me rendent moins compétitif. Par contre, j'exporte sur l'Europe. J'exporte sur les États-Unis, mais là, je fais des développements qui sont très spécifiques pour eux. Et normalement, le marché naturel, c'est celui sur lequel je fais un développement qui va me profiter et sur lequel je vais tester le développement sur mon marché local et exporter à l'étranger. Et donc là, il y a une notion qui est encore à se développer. Mais de toutes les façons, même si on prend les pays européens d'Europe de l'Est, leur intégration à l'Union européenne, elle ne s'est pas faite, disons, tout bénéfice pour eux. Hein. C'était plutôt difficile. Ils sont plutôt la banlieue de l'Europe. Les pays qui sont les moteurs de l'économie européenne, maintenant que la Grande-Bretagne est sortie, il reste l'Allemagne, la France, l'Italie, le Benelux et l'Espagne. La Pologne, disons, joue des coudes et rentre un petit peu avec eux. Mais les pays comme la Roumanie, la Bulgarie, ils sont à la traîne. Bon, on a vu par contre que la Turquie s'est beaucoup développée du fait de l'accord de libre-échange et de l'intégration promise, qui n'arrivera peut-être jamais. Mais disons, c'est la convergence réglementaire qui a permis à la Turquie d'avoir un marché qui se régule de façon plus naturelle, plus normale. C'est quelque chose sur lequel nous pouvons travailler avec l'Union européenne au niveau de l'ALECA. Malheureusement, le président Macron a pris une mauvaise initiative avec cette histoire de visa, parce que le but ultime de l'ALECA, c'est la libre circulation des professionnels et des travailleurs. Donc, la France était un peu le parrain du Maroc, et la décision qu'a prise le président Macron ou M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur français, finalement a mis un holà à ce parrainage. Donc, il y a d'autres sorts avec l'Union européenne, avec l'Espagne notamment, avec l'Allemagne, avec la Hollande par exemple. Mais disons qu'il est important pour nous de développer également une offre de services qui soit compatible avec celle que nous avons au Maroc. Et donc, pour cela, on ne va pas demander à l'Europe de se changer. C'est à nous de nous adapter à la demande et à l'offre européenne. Et donc, cette convergence doit avoir lieu, c'est un effort qu'on doit faire. Par contre, avec des pays qui sont concurrents, où on a un niveau de technologie qui est à peu près le même. La Turquie a fait un énorme bond, mais il y a 20 ans, il y a 30 ans, la Turquie et le Maroc, c'était du pareil au même. Mais aujourd'hui, beaucoup d'industries
qui étaient ici au Maroc se sont délocalisés, qui en Égypte, qui en Turquie, qui en Jordanie ou dans les pays du Golfe, et exportent massivement vers le Maroc. Là, on a un déficit commercial avec ces pays qui n'est pas justifié autrement que par des problèmes de compétitivité locale, sur lesquels on doit travailler pour nous améliorer, parce que effectivement, ils nous ont échappé. Je pense qu'il y a une révolution au niveau de l'énergie, une transition donc énergétique, une transition industrielle dans le monde, et on doit récupérer ces investissements, et il n'y a pas de raison qu'on les laisse passer. Je pense qu'il est important d'avoir une réforme fiscale qui, comme le dit d'ailleurs le rapport sur le modèle de développement, encourage la production et qui fait payer finalement donc les charges de solidarité, non pas à la production locale, mais à la consommation. Ce qui fait de nous, disons, une société propre, c'est-à-dire ce qui fait de nous des Marocains, pour tous les gens qui résident en tout cas au Maroc, c'est le fait qu'on consomme au Maroc. Et donc, il ne faut pas pénaliser celui qui travaille au Maroc, mais il faut taxer la consommation de façon à ce qu'elle paye pour la solidarité. Si on fait payer la consommation par celui qui produit au Maroc, même si on a une politique sélective en disant voilà, tel secteur il va être moins taxé parce qu'on va l'encourager, bah, au total il va être encouragé, mais uniquement pour des acteurs qui sont de passage. Un étranger qui investit au Maroc, d'une manière ou d'une autre, c'est un investissement qui est opportuniste. Un Marocain, il se distingue d'un étranger par le fait qu'il est là pour tout le temps. On n'est pas là pour 10 ans ou pour 20 ans. On est là pour tout le temps. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais compris quand j'ai voulu investir, disons, pour construire une usine. On m'a proposé donc un terrain à la location. J'ai dit, mais je vais mettre tellement d'argent dans la construction que moi, sur 20 ans, j'aurais à peine commencé à récupérer mon investissement. Tandis qu'un étranger, lui, ça peut lui convenir parfaitement. C'est bien que l'horizon de temps n'est pas le même. On n'a pas le même horizon de temps. Bien évidemment, les étrangers sont les bienvenus au Maroc. Mais si je vais en France ou en Angleterre ou en Espagne, c'est par pur opportunisme. Même si j'aime beaucoup la France et l'Angleterre et l'Espagne, je n'irai que parce qu'il y a une opportunité. Moi, je suis d'abord et avant tout marocain. Et donc, je pense que les investisseurs marocains doivent être privilégiés, non pas le contraire. Alors, il nous reste, messieurs, une bonne quinzaine de minutes. On va passer aux questions. Beaucoup de questions qui ont été posées. Une question de Nourdine pour vous, Amine Bellage Solami, qui nous dit je suis chef d'entreprise d'une PME. Qu'est-ce que vous voulez dire en ce début d'année 2023? Merci, Nourdine, pour la question. J'aimerais, oui. Alors, il y a deux choses. Donc, aujourd'hui, il y a un dispositif au service des PME industrielles qui s'appelle Maroc PME et qui gagnerait, de mon point de vue, à être beaucoup plus connu et qui offre deux types d'accompagnement. Il y a la partie incitation à l'investissement, prime à l'investissement qui va de 20 à 30%, voire 35% en fonction de la taille et de la localisation du projet. Ça marche à la fois pour des projets greenfield ou des projets d'extension. Et il y a vraiment tout un panel, même qui se compte en milliers de prestations d'assistance technique avec des résultats que je trouve le plus souvent surprenants. Par exemple, pour installer un ERP, pour faire du lean management, pour faire de la gestion de stock, pour former les équipes, etc. Donc, ma PME est un outil qui est au service des PME industrielles et qui gagnerait à être, de mon point de vue, plus connu et qui, à titre indicatif, a accompagné l'année dernière à peu près 2200 ou 2300 PME, des PME industrielles marocaines. Donc ça, c'est pour le dispositif existant aujourd'hui. Il y a eu récemment, qui est en cours de finalisation, le code sur les marchés publics qui fait la part belle aux PME marocaines avec une application effective de la préférence nationale. Et il y a, Inch'Allah, un peu plus tard dans l'année, dans le cadre de la charte de l'investissement, l'un des 4 dispositifs, en plus du dispositif principal dont on parle le plus souvent, le dispositif sur les projets stratégiques, le dispositif sur l'accompagnement des entreprises marocaines vers l'international, il y a le dispositif en faveur des TPME et qui sera annoncé cette année-là, Inch'Allah, qui va apporter une large panoplie
de nouveaux dispositifs en faveur des PME, et cette fois sur un spectre beaucoup plus large que l'industrie. Donc sur les PME, si vous voulez, deux messages. Utilisez les dispositifs existants. Il y a des dispositifs sur lesquels peut-être, là aussi c'est un autre tort, on ne communique pas suffisamment, qui apportent une vraie valeur ajoutée en termes de prime à l'investissement, mais aussi d'assistance technique, et des dispositifs à l'export. Et voyez grand, regardez l'export, pas d'autocensure, et le ministère est là pour assister en tout état de cause. Alors, j'ai une autre question pour vous, Amin Belhaj Soulami. Question un peu particulière, mais qui m'a interpellé. Alors, je me permets, mais vous me dites si vous êtes en capacité de répondre ou pas. C'est une question de Soraya qui nous dit que l'industrie du froid en France représente autant d'emplois que l'industrie automobile. Et elle se pose la question, est-ce que ce n'est pas un axe de développement d'un métier mondial, entre guillemets, au Maroc à l'avenir, sachant que c'est un métier, dit-elle, qui touche à l'ensemble des secteurs finalement. Alors, oui, très spécifique et qui dépasse malheureusement mon modeste champ de compétences. Donc, je sollicite l'assistance de Simarachi, mais en tout état de cause, c'est un sujet qu'on va regarder. C'est un sujet qu'on peut regarder. Merci à Raya pour l'idée. Donc, on va regarder ça attentivement avec les équipes. Grâce à elle, si on a un nouveau mondial Et qui m'a acquis cette question du froid, est-ce que qui vous parle? Bon, il se trouve que moi, je suis un industriel qui utilise beaucoup de froid. Donc, ça fait mon entreprise. Ou je me trompe? Absolument. Ouais. Le chewing-gum est un produit qui est beaucoup plus complexe qu'il ne paraît. Et donc, c'est un mélange de 4 produits, enfin d'un produit solide, d'un produit liquide, d'un produit en poudre et d'un produit visqueux. Et on doit faire quelque chose qui reste homogène. Et donc, on appelle beaucoup à la thermodynamique, et donc l'échange entre le produit et son environnement. Et donc, le traitement d'air est une notion qui est essentielle, ce qui m'a amené à développer une solution particulière qui fait appel au stockage froid. Et donc, à partir du stockage froid, on l'a utilisé également avec du photovoltaïque. Et donc, on est capable aujourd'hui d'avoir des chambres froides qui sont autonomes en électricité, autonomes en énergie. Et donc, ça peut nous donner une capacité d'être particulièrement compétitif, et étant entendu que c'est quelque chose qui va beaucoup se développer également en Afrique. Parce que, disons, la distribution d'électricité en Afrique est de mauvaise qualité, ce qui a concouru au faible développement de l'industrie et également de l'agriculture. Et donc, effectivement, l'industrie du froid est une industrie qui est en plein essor aujourd'hui au Maroc. On voit énormément de chambres froides qui se développent un peu partout. Donc, parce qu'on développe des fruits qui demandent forcément un traitement particulier. Donc, si on fait des fruits rouges, il faut avoir une température de, je crois, de moins 18 degrés ou parfois même moins 30 degrés. Pour la pomme de terre, on a besoin d'un froid positif. Mais de toute façon, à chaque fois… Pardon ? Il y a la pharmacie, j'imagine aussi, qui fait appel. La pharmacie, c'est autre chose, dans l'industrie agroalimentaire. Mais disons, par rapport à l'industrie du froid en particulier, le développement est extrêmement important. D'abord parce que c'est nécessaire pour l'alimentation et parce que donc, finalement, on a besoin de stocker des denrées. Et le stockage des denrées fait appel effectivement à l'industrie du froid. Et donc, on a au Maroc, parce qu'on développe beaucoup les énergies renouvelables, et qu'on est un pays qui a une croissance, disons, honnête de la population. On est un pays qui a été, disons, longtemps agricole, puis rural, puis de nouveau un petit peu agricole. On a besoin de stocker notre production agricole. Et donc, on fait appel à la chaîne de froid. Effectivement, c'est quelque chose sur lequel on peut se développer et on a les éléments pour être particulièrement compétitif. Et la demande dans le monde va aller en explosant. Demain, l'Afrique aura plus de 2 milliards d'habitants, c'est 2 milliards de consommateurs. Il faudra que les gens restent en Afrique pour que, c'est un des grands débats que nous avons avec l'Union européenne. Le Maroc est un pays, disons, à la fois d'émigration et d'immigration, et nous recevons beaucoup d'émigrés d'Afrique subsaharienne. Il est important normalement de fixer les populations de leur terre. On a un savoir au niveau agricole au Maroc. Donc, c'est l'expérience qu'on a fait avec l'OCP, avec l'enrichissement des sols, avec le développement de cultures maraîchères, avec, disons, l'industrialisation de cette forme d'agriculture, qui devrait être reproduite dans de nombreux pays africains. En plus, le Maroc est un pays grand exportateur d'engrais. C'est même notre industrie nationale. Donc, en l'associant avec le froid, on peut offrir
quelque chose à nos partenaires en Afrique subsaharienne qui va développer l'agriculture et aider les populations. Donc oui, j'y crois et j'y crois très fort. Beaucoup de questions sur la décarbonation industrielle. Alors, je crois qu'il y a peut-être pas un fonds, c'est peut-être pas le bon terme. Amin Belhaj Soulami, vous me corrigez. En tout cas, une initiative qui a été mise en place pour encourager les industriels dans le domaine de la décarbonation industrielle. Il y a beaucoup de questions sur ce sujet-là. Ça inquiète et en même temps, c'est des perspectives d'avenir intéressantes. Alors, effectivement, c'est un sujet sur lequel on a eu pas mal de travail en 2022. Alors, l'un des enjeux, c'est la taxe carbone qui va entrer en application qui est entrée dès début 2023 à titre déclaratif pour le moment. Et à partir non, pardon, ça devait être janvier 2023, finalement c'est octobre 2023 pour la partie déclarative, et ensuite sur la partie paiement à partir de 2026. Donc c'est un sujet qui a été anticipé. Effectivement, l'un des enjeux pour l'industrie nationale, c'est comment faire bénéficier l'ensemble des opérateurs en moyenne tension, le sujet étant réglé depuis un moment déjà pour fin haute tension, à l'énergie compétitive, à de l'énergie verte, qui a deux qualités, si vous voulez. La première, elle est verte, donc elle est censée pouvoir contourner la fameuse taxe carbone, mais elle est surtout plus compétitive que l'énergie que payent les opérateurs aujourd'hui à l'ONE. D'ailleurs, c'est peut-être aussi l'une des pistes ou des réflexions qu'on peut avoir pour soulager le déficit structurel de l'ONE qui finalement aujourd'hui subventionne quelque part le prix de l'électricité. Donc, l'un des enjeux en termes de décarbonation, d'abord, c'est l'efficacité énergétique. Premier. La meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. C'est la plus verte et la moins chère. Donc, il y a le chantier sur l'efficacité énergétique, sur lequel on a aujourd'hui une agence nationale, qui est l'Agence marocaine d'efficacité énergétique, qui a lancé un certain nombre de chantiers, qui a un certain nombre de dispositifs pour améliorer justement l'efficacité énergétique et réduire la consommation des opérateurs. Donc le premier levier étant celui-là, l'efficacité. Le deuxième étant effectivement de l'accès à de l'énergie verte. Il y a eu fin 2022 la signature d'une convention présidée par monsieur le chef du gouvernement qui est un pas en avant pour permettre aux opérateurs, notamment dans les zones industrielles, de pouvoir contractualiser avec des exploitants privés pour bénéficier en moyenne tension de l'énergie verte et plus compétitive. Donc, c'est un chantier qui est en cours d'opérationnalisation et qui outre le volet compliance avec le CBAM, mécanisme d'ajustement carbone, peut être un vrai levier de compétitivité pour les opérateurs économiques marocains. Il y a aussi le travail qui est fait par le ministère de la Transition énergétique sur l'autoproduction, avec le seuil, je pense, d'autoproduction qui a été élevé récemment, qui a été relevé récemment. Et donc aujourd'hui, c'est un sujet effectivement sur lequel il y a eu beaucoup d'efforts de la part des pouvoirs publics en 2022, mais sur lequel, comme sur beaucoup d'autres, on peut encore essayer d'aller plus loin, Charles. Peut-être une dernière question pour vous, Kim Barakchi. Elle nous vient de Faisal qui nous pose une question sur le fameux objectif IS à 20% d'ici 4 ans. On a posé une société donc d'ici 4 ans de 20%. Opportunité ou menace? Quelle est votre lecture? C'est la question que se pose notre. Alors, on pourrait y passer tout un webinaire, hein, mais il est plutôt confiant de votre perspective selon vous, malgré tout. En fait, comme je me suis déjà exprimé tout à l'heure là-dessus, j'avais dit que finalement, bon, l'État avait bien compris qu'il y a peu d'entreprises qui contribuent massivement au budget de l'État à travers l'impôt sur les sociétés, et ceux-là seront taxés à 35 ou 40%. Et les opérateurs qui sont plus soumis à la concurrence internationale, qui au fond payent nettement moins d'impôts, disons gagnent beaucoup moins d'argent, paieront moins d'impôts. Pour moi, c'est tout bénéfice, bien évidemment. Alors, il y a quand même un petit bémol par rapport à cette obligation pour ne pas payer 35%, de faire moins de 100 millions de dirhams pendant 3 ans consécutifs. Bon, là, une entreprise peut se retrouver dans une situation exceptionnelle et faire une plus-value qui l'amène à ce niveau-là d'imposition. Donc ça, c'est un petit peu rédhibitoire. Mais bon, ceux qui arrivent à gagner 100 millions de dirhams, tant mieux. Bon, pour nous, aujourd'hui, c'est un gros montant. Pour toutes les PME, en tout cas, c'est un très gros montant. Par contre, s'il y a de l'inflation,
les 100 millions de dirhams deviendront un seuil qui ne sera pas très, très élevé. Donc non, c'est tout bénéfice. Après, je pense qu'il y a un deuxième point qui est positif, c'est que cette baisse de l'IS annonce une baisse de l'IR. Je vois mal l'impôt sur le capital être plus faible que l'impôt sur le travail. Et je me suis exprimé tout à l'heure sur la compétitivité. C'est la compétitivité du travail, c'est une composante clé de la compétitivité de l'économie nationale. Le fait que les salaires soient fortement taxés au Maroc, enfin entre prélèvements obligatoires et impôts sur les revenus, le niveau de taxation des salaires est, je trouve, trop élevé pour une économie comme l'économie marocaine, et donc ça renchérit le coût du travail alors qu'il n'est pas très productif. Donc le fait qu'il y ait une baisse de l'IR à terme, c'est dans 3 ou 4 ans qu'on observera donc ce taux de 20%, devrait être concomitante avec une baisse de l'IR. Comme la ministre de l'économie et des finances l'a dit hier, ce sera une réforme de l'IR qui sera une réforme qui est coûteuse pour l'État, mais en fait elle nécessite un élargissement de l'assiette. Donc, ça sera peut-être plus d'équité entre les citoyens. Je pense que c'est une nécessité absolue pour que le pays, effectivement, émerge. Sans quoi, il y aura toujours les mêmes qui paieront. Et finalement, pour que l'État puisse avoir les moyens de financer son fonctionnement, il va toujours prélever ceux qui sont les plus compétitifs, ce qui est tout à fait injuste. C'est-à-dire, ce n'est pas le gagnant qui doit être le plus taxé. On doit tous contribuer à l'effort de l'État. C'est une absolue nécessité. On doit faire un effort citoyen. L'État, c'est-à-dire, je pense que par exemple, l'État social sera plus efficace si nous pouvons exiger une qualité de service qui est importante. Et donc, il faut qu'on paye également pour avoir cette qualité de service. Si la cotisation est faible pour certains et élevée pour d'autres, personne ne se plaindra de ce que la qualité au niveau des soins ne soit pas bonne. Je pense qu'on a besoin d'avoir des soins de bonne qualité. On a besoin d'avoir une école publique de bonne qualité. La politique qui consistait à avoir une école privée, une école publique, et finalement deux populations qui ne se retrouvent quasiment jamais, ça c'était un mauvais point. Je crois que ça a été également soulevé dans le rapport sur le modèle de développement. Donc on doit aller même au-delà d'une politique de soins. On doit avoir une politique d'éducation qui soit, disons, à la fois ambitieuse et efficace. Et également, le dernier point sur lequel, disons, j'insiste beaucoup, c'est la mobilité et le transport. C'est-à-dire, disons, la mobilité dans une ville comme Casablanca. Donc là, je suis à Casablanca, je suis un industriel à Casablanca. C'est un frein à la croissance, c'est un frein à notre compétitivité, et on n'a pas accès aux, comment dire, les entreprises ne trouvent pas facilement les bons travailleurs, parce que quelqu'un qui se trouve à l'est de Casablanca aura beaucoup de mal à venir travailler dans une entreprise qui se trouve tout à fait à l'ouest ou au nord. Les zones industrielles, les anciennes zones industrielles ont été submergées par des habitations. Aujourd'hui, les zones industrielles sont reléguées à la périphérie, ce qui est tout à fait normal, mais la mobilité est faible par rapport à ces zones-là. Et donc, les bassins d'emploi sont difficilement accessibles, et donc le coût du travail est anormalement élevé à cause du coût du transport, à cause du coût de la santé, à cause du coût de l'école. C'est pour ça que le coût du travail est trop élevé au Maroc. Et donc, ce n'est pas le salaire. C'est-à-dire, il y a une pression sur les salaires sur les entreprises qui doivent forcément y répondre, mais en même temps, ça baisse la possibilité de créer effectivement des emplois. Alors en même temps, on trouve des nouveaux développements dans des nouvelles villes. Par exemple, Tanger a connu un essor industriel qui est important, mais c'est une perte dans le savoir-faire. Il y avait beaucoup d'entreprises dans l'agroalimentaire, dans le textile à Casablanca. Ces entreprises ont beaucoup périclité. Voilà. Donc la baisse de l'IS, pour moi, au total, est plutôt une bonne chose, dans la mesure où elle annonce quelque chose d'autre. Amine Belhaj, Solami, peut-être un mot sur cette IS, en tout cas pour le secteur industriel, ça peut être un petit boost ou pas en termes d'investissement à venir? Absolument. Aujourd'hui, effectivement, la fiscalité au Maroc demeure globalement élevée, que ce soit sur l'IS ou l'IR. Il y a, je pense, une volonté claire d'équité fiscale qui passe, comme l'a dit Semrakchi, par l'élargissement de l'assiette. Plus le gâteau est grand, moins on peut prélever individuellement les uns et les autres. Donc aujourd'hui, c'est un signal à la convergence vers un niveau unique de 20%, à part pour des entreprises qui ont un résultat d'impôt de 100 millions, est un pas, de mon point de vue, dans la bonne direction. Ça donne aussi de la visibilité aux investisseurs
et ça permet aussi de réduire un biais de compétitivité fiscale qu'avait le Maroc par rapport à certains de ses compétiteurs. Je ne peux pas vous quitter, Amine Belhaj Soulami, sans vous poser la question. Est-ce que vous avez une prévision sur la croissance du secteur industriel global en 2023? Attendons le mois de février. L'ensemble des datas. Non, plus sérieusement, moi, je pense que sur les 11 premiers mois de 2022, les exportations industrielles ont fait plus 35%, en partie grâce à l'effet prix sur les phosphates. Sur ce segment-là en particulier, les prix devraient se stabiliser ou très légèrement baisser en 2023. Sur les autres secteurs, sur l'automobile, l'aéronautique, le textile, l'agroalimentaire et les autres secteurs qui ont fait de très bonnes performances. Alors, vraiment de manière très indicative et modulo d'éventuels événements imprévisibles. Moi, je pense qu'on va rester sur une croissance à 2 chiffres, Inch'Allah. Merci, messieurs. Merci beaucoup, Amine Belhaj Soulami. Je rappelle, chef de cabinet du ministère de l'Industrie, du ministre de l'Industrie et du Commerce. Merci beaucoup, monsieur Hakim Barakchi, vice-président de la CVM. Ben, c'est moi qui vous remercie et merci pour cet échange. Merci, monsieur Soulami. C'était un échange intéressant pour moi en tout cas. Merci à tous les auditeurs aussi. Merci. Au plaisir. À très bientôt à tous pour un prochain webinaire. Je rappelle que ce webinaire est disponible également dès demain sur la chaîne YouTube de la Chambre britannique. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.